pour moi les deux piliers d'un patrimoine sain et solide, qui doit être là dans tout patrimoine. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, la majorité des Français ont un patrimoine quasiment que en IMO. Ouais. Et moi, j'essaie de contribuer à mon humble échelle, d'essayer de leur dire la bourse, il ne faut pas la négliger. C'est pas le cas des Américains d'ailleurs. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, un épisode dans lequel je reçois Thomas Creton. Thomas, c'est un podcasteur comme moi qui a un podcast qui s'appelle Investir Simple, anciennement Budget Zen. Avant, il parlait de budget, de gestion du budget au quotidien pour les particuliers évidemment. Et aujourd'hui, il nous parle d'investissement et de finances personnelles, notamment d'investissement de son épargne en bourse, sur les marchés financiers, également crypto-monnaie, etc. Il traite un peu d'IMO aussi, beaucoup d'immobilier papier évidemment avec les SCPI. Et on va voir dans cet épisode quel est le métier de conseiller en gestion de patrimoine, quel est le métier de conseiller en investissement financier, le CIF. En quoi ça consiste? Est-ce qu'ils sont tous indépendants, pas indépendants? Est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? On va y répondre dans cet épisode. Et puis aussi, Thomas va nous livrer quelques astuces et quelques conseils qu'il peut livrer à ses clients. Donc profitez-en, c'est gratuit, comme toujours sur Money Tree. C'est pour vous, uniquement pour vous. Vous pouvez nous regarder sur la chaîne YouTube, vous pouvez nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast. Vous pouvez aussi liker, partager évidemment tout ce contenu. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Suivez Thomas sur Investir Simple, sur Instagram notamment, sur YouTube aussi puisqu'il a une chaîne YouTube. Et suivez évidemment Money Tree sur Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn et moi-même, votre serviteur du jour et de chaque jour d'ailleurs, 2 fois par semaine quasiment. Vous pouvez regarder et consommer tous ces contenus chaque jour. Julien Calamotte sur tous les réseaux sociaux aussi, vous me trouverez assez facilement. Voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour qui est un épisode passionnant sur des sujets que j'ai pas forcément l'habitude de traiter puisqu'ici on traite souvent d'immobilier, 80% à peu près je pense statistiquement, je dis toujours ça mais il faudra que je fasse les calculs un jour quand même. Donc je vous laisse avec ces sujets passionnants et vous verrez on a un petit débat assez intéressant aussi sur le modèle de rente, comment devenir rentier, parce que je me pose beaucoup de questions moi sur comment on peut générer des rentes avec un patrimoine financier alors que j'ai la bonne visibilité quand même sur un patrimoine immobilier. Donc on se fait un petit débat challenge là-dessus avec Thomas et c'est très intéressant. Bonne écoute, bon visionnage, à bientôt sur Money Tree, ciao ciao. Salut Thomas. Salut Julien. Merci d'être là au micro de Money Tree aujourd'hui, dans le studio qu'on a créé justement pour les créateurs de contenu à Toulouse. Merci d'avoir fait le déplacement, parce que tu n'es pas de Toulouse, c'est la première fois que tu viens à Toulouse d'ailleurs. Première fois que je visite la ville rose. Ouais. Merci à toi de m'inviter Julien. Avec grand plaisir, tu l'as visité sous la pluie hier. Non, ça va encore. Ça va? Ouais. Ça va. Non, c'est pas terrible. On a quand même pas mal de pluie depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, il fait beau, mais on est dans une cave. Donc, tu vois pas le soleil. On profite même pas toute du la soleil. matinée, on va être à la cave. Donc, voilà, écoute, je suis très content de faire ta connaissance. J'avais écouté quelques-uns de tes épisodes sur ton podcast qui s'appelle maintenant Investir Simple. Qui s'appelait avant Mon Budget Zen. Voilà, Mon Budget Zen, exactement. Donc voilà, qui est un podcast sur les finances personnelles, l'investissement au sens large, exact. Marché financier, bourse, IMO notamment, aussi un peu d'IMO. Ouais. Pas autant que toi, mais j'en parle quand même. Crypto-monnaie. Crypto aussi, j'en parle. Ouais. Voilà, donc, vraiment gestion de patrimoine avec une grosse tendance à la gestion passive parce que je suis un peu un flemmard en investissement et j'aime bien les choses qui travaillent tout seul. C'est ça, tu vas m'en parler de cette fainéantise justement en matière d'investissement. Donc déjà, pour tous ceux qui nous écoutent, allez vous abonner au podcast de Thomas. Investir Simple. Alors, écoutez-moi avant, peut-être qu'à la fin, vous serez... Non, on en reparlera à la fin de toute façon. Je fais toujours double promo. Et voilà, donc en intro, si vous voulez, en tout cas, mettez-vous-le dans la tête et vous le faites après l'épisode si vous voulez, ou vous le faites tout de suite et vous pouvez revenir. C'est l'avantage du podcast, c'est que tu vois, tu peux switcher, tu peux mettre pause, ouvrir une autre appli sur le téléphone. Bon voilà, si vous êtes en train de courir, faites-le après votre footing, ça sera... C'est mieux. Voilà, c'est plus simple. Et dans les bouchons, surtout, touchez pas au téléphone. C'est pas bien. Thomas, est-ce que tu peux te présenter déjà? Bien sûr. Donc, je m'appelle Thomas Creton, créateur du podcast Investir Simple. Je suis conseiller d'investissement financier indépendant. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Donc voilà, j'accompagne principalement les particuliers pour gérer leurs investissements, construire leur patrimoine. Je leur apprends à investir simplement, sans jargon, au juste prix, généralement avec de la gestion passive. Je suis aussi créateur de contenu, donc notamment avec le podcast. Depuis quelques temps, j'essaie de développer pas mal la chaîne YouTube, avec aussi de la création de contenu sur les réseaux, une newsletter, création de contenu et avec on va dire une mission qui est de contribuer à l'éducation financière en France à mon humble échelle, donc en essayant de vulgariser au mieux aussi les notions de finance, d'investissement en bourse, en IMO, en crypto, tout ça.
Et toi, tu viens d'où? De quel, de quel C'est vrai, j'aurais peut-être domaine? pu De commencer quelle par ça. ville? Comment enfin, c'est quoi ton Mon parcours parcours, ouais. jusqu'ici? Ouais. Alors, originaire du sud de la France, plutôt côté de Marseille. À la base, je suis ingénieur. J'ai fait une dizaine d'années en tant qu'ingénieur nucléaire, ferroviaire. Je suis pas mal voyagé, avec des longs voyages de 1 an en Australie, Amérique du Sud notamment. Ah ouais. Au retour de mon dernier voyage d'Amérique du Sud, j'ai commencé à arrêter de chercher un petit peu. Enfin, j'ai commencé à constater que chaque fois j'épargnais pour un peu fuir la réalité. En fait, j'ai commencé à comprendre que mon boulot d'ingénieur me plaisait pas, tu vois. Donc j'ai commencé à me dire, bon, quelles sont les solutions pour être libre, tout ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, donc notamment immobilier. Et j'ai commencé vraiment à me passionner pour le sujet à partir de 2017. Donc j'ai commencé mes premiers investissements. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à la bourse, aux cryptos, et voilà, j'ai consommé énormément de contenu, de formation. Je me suis énormément formé, vraiment en autodidacte pour le coup. Et en 2019-2020, j'ai créé donc mon projet qui s'appelait Mon Budget Zen, où je voulais vraiment aider à gérer le budget des gens, parce que je me rendais compte que dans mon entourage, les gens, en fait, beaucoup de mes collègues gagnaient la même somme que moi, n'arrivaient pas à faire les projets que moi je faisais, notamment de voyage ou même d'achat plaisir, parce qu'en fait, souvent ils consommaient mal ou ils géraient mal leur argent. Donc j'avais vraiment identifié cette problématique initialement, et je me suis lancé là-dedans en side business, donc en 2019-2020. Mais là, tu accompagnais les gens on va dire, pas à investir. C'était Non. plutôt à générer une capacité d'épargne qui leur permettrait de plutôt kiffer, quoi. Exactement. Je les apprenais en fait à mieux gérer un budget pour épargner plus pour leur projet de vie. Donc projet de vie, ça pouvait être plaisir. Juste, tu veux te payer un voyage, mais en fait, avec ton budget, tu peux épargner tant, donc tu pourras te payer ton voyage. Ça pouvait être te payer un mariage. Ça pouvait aussi être tout simplement dégager une capacité d'épargne pour investir pour, après, voilà, les projets futurs liés aux investissements. Et j'ai commencé par ça. Et au bout de... après, j'ai quitté mon CDI pour me lancer à temps plein là-dessus. Mais de fil en aiguille, je commençais à avoir fait un peu le tour de la gestion de budget. Et puis surtout, mon audience me demandait beaucoup plus de contenu sur l'investissement. Moi-même, j'étais beaucoup plus passionné par l'investissement. Et donc, du coup, j'ai passé les habilitations pour être CIF, donc conseiller d'investissement financier indépendant. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai après du coup rebrandé aussi le nom, donc pour ça que j'ai changé de nom aussi. Et maintenant voilà, je parle que d'investissement, et je parle vraiment plus de budget, je fais vraiment plus d'accompagnement sur le budget. Voilà, parce que ça m'intéresse plus forcément. Je suis vraiment spécialisé dans l'invest, quoi. C'est quoi un conseiller en investissement financier? Ça consiste en quoi? Et je sais qu'il y a plusieurs catégories de conseillers en investissement financier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ouais. Alors, il y a déjà la notion de CIF et CGP, tu vois. Donc, CIF, conseiller d'investissement financier, et CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Le CIF, c'est, on va dire, un métier réglementé. Donc, il faut une formation, plus après un agrément AMF. Mais on peut être CIF sans être CGP. Okay. Et on peut être CGP sans être CIF. C'est un peu bizarre. Mais on va dire, si tu veux vraiment donner du conseil d'investissement de manière formelle, il faut faire tout un processus réglementaire qui est assez lourd. Et c'est généralement comme ça que tu peux vraiment conseiller des placements. Et généralement, moi, je les distingue en 3 catégories de CIF. Tu as le CIF de la banque traditionnelle, ou le CGP, on va dire, CGP pour faire plus simple, de la banque traditionnelle. Celui-là, généralement, il va... en général, quand tu veux investir tout ça avec ta banque, on va te mettre en relation avec le CGP de la banque, et lui va te proposer généralement les produits de la banque. Donc lui, il est payé par la banque, donc forcément, il n'a pas une très grande objectivité sur les produits qu'il te propose. Alors sur les différents types de placements, il peut te proposer, bien sûr, de l'assurance vie, du PER, de la SCPI, un PEA, mais ce sera que les produits maison qu'on te proposera. Donc généralement, pas les plus compétitifs en termes de frais, tu vois. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les CGP indépendants. On peut les appeler faux indépendants. En fait, ils sont indépendants au sens qu'ils ne dépendent pas d'une entité, d'un grand groupe. Donc, c'est-à-dire ils peuvent proposer des assurances vie, des PEA, des PER de plusieurs partenaires. Mais le conseil n'est pas indépendant. C'est-à-dire qu'ils vont toujours être rétrocommissionnés. Donc, on va dire que si il y a 3 partenaires qui proposent l'assurance vie, il va être rétrocommissionné sur les versements, par exemple, ou aussi sur les unités de compte qui sont à l'intérieur de l'assurance vie. Donc, on pourra en reparler après d'ailleurs. C'est pour ça que souvent, les fonds d'investissement sont plus conseillés que les ETF par certains types de CGP, parce qu'il y a une rétrocom qui est plus importante. On pourra en reparler. Qui est plus récurrente ?
qui est plus importante surtout. Mais importante one shot ou récurrente? Récurrente, les deux en fait. Ouais, okay. Vu que c'est des frais réguliers, c'est souvent plus intéressant. Okay. Mais attention, plein de CGP non indépendants proposent quand même des ETF et tout, donc on pourra reparler, raison pour laquelle il y a des honoraires aussi, mais voilà. Donc ça, c'est le plus courant finalement, les CGP indépendants, CGP, on va dire, de la banque, les CGP faux indépendants, celui qui est au conseil non indépendant, ça représente 95% des CGP aujourd'hui. Donc c'est la grande majorité. Ensuite, tu as les CGP donc indépendants au sens de la MIF 2, donc réglementation qui passe en 2015, qui a permis en fait de poser un cadre sur qu'est-ce qu'était la vraie indépendance du conseil. Et ça, c'est le fait de ne pas avoir le droit de percevoir de rétrocommission. Okay. Du coup, tu es dans l'obligation de facturer des honoraires pour garantir l'indépendance du conseil. Comme ça, tu n'es pas influencé sur le fait de conseiller plutôt l'assurance vie A plutôt que la B parce que la rétrocom serait potentiellement plus importante, ou que même que tu as peut-être plus conseillé un PEA plutôt qu'une assurance vie, parce qu'en fait, tu t'en fous du produit que tu vends, parce qu'en fait, tu ne vends pas de produit, tu vends que du conseil. Et ça permet de garantir une réelle indépendance, mais du coup, la contrepartie, c'est que tu payes vraiment que de l'honoraire. Et si tu perçois de la rétrocommission, tu es dans l'obligation de la reverser au client. Donc ça, c'est la troisième façon de faire du CIF qui est très très rare. Et on est un peu moins de 5% en France à faire ça. Et bon, tu as bien compris, c'est le choix que j'ai choisi à titre perso. Ok. Donc effectivement, c'est bien de faire cette différence parce que souvent on dit CGP indépendant, non indépendant, mais dans les indépendants ou même ceux qui se prévalent indépendants, il y a effectivement une sorte de dépendance à la rétrocommission et c'est cette distinction-là qui fait que du coup à la fin tu n'as plus que 5% de CGP vraiment totalement indépendants qui ne facturaient donc que des honoraires, si j'ai bien compris, et qui, s'il devait toucher une rétrocommission, serait obligé de la reverser au client. Donc c'est le client qui finalement se rembourse grâce à ça une partie des honoraires qu'il aurait payés au CGP. Quand on parle d'honoraires d'un CGP, on parle de quoi en termes de montant? Je ne me rends pas compte. Tu vois, forfaitairement, est-ce que c'est proportionnel? Comment ça marche? Ouais, alors je vais te donner mes tarifs si tu veux. Ouais. Alors CGP ou CIF d'ailleurs, parce que est-ce que c'est le même, parce que c'est à peu près la même chose les tarifs? Ouais, c'est alors ça dépend parce que tu vois ça dépend en fait sur quoi tu vas être accompagné. Moi, à titre perso, je suis vraiment spécialisé dans la partie placement. Donc vraiment, en gros, t'accompagner sur une stratégie en bourse, une stratégie pour choisir tes SCPI, stratégie pour faire de la crypto, vraiment pour la partie placement. Après, tu as une partie très plus gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale. Par exemple, optimiser le patrimoine entre tes différentes sociétés, ou même avec tes holdings, tout ça. Tout ce qu'on appelle plutôt de l'ingénierie patrimoniale. Sur ça, moi, c'est pas forcément mon cœur de métier. Et là, du coup, les coûts sont encore différents et je connais moins le pricing, tu vois. Et généralement, c'est facturé plus cher. Ouais. Moi, vraiment, sur la partie placement, alors je connais pas forcément tout ce que font mes concurrents, mais je te donne un ordre d'idée. Moi, faut compter à peu près 500 €. 500 € le rendez-vous, d'une heure et demie en moyenne. Ok. Sachant qu'il y a toute la partie réglementaire qui est énormément chronophage, les frais de structure et tout. Je te la fais pas, je pense que tu connais tout ce que ça représente. Tu as une responsabilité civile professionnelle. C'est ça, RC Pro, l'ORIAS, l'AMF, même des outils de simulateurs. Enfin bref, il y a tout ça aussi à payer. Mais voilà, grosso modo, moi, mes accompagnements ils commencent à 1800 pour 3 rendez-vous, pour vraiment mettre en place la stratégie. Après, ça peut être plus en fonction des montants. Donc 500 € hors taxe. Ouais, c'est ça. Ok. Mais donc voilà, c'est un ordre de prix. Après, attention, on peut peut-être trouver moins cher. Peut-être, je sais aussi qu'il y en a qui facturent beaucoup plus cher. Enfin, j'ai entendu des CGP qui facturent des sommes aussi astronomiques. Après, ça dépend aussi de l'expérience, ça dépend de plein de trucs. Mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Je pense qu'avoir en tête qu'un CGP réellement indépendant, où tu veux vraiment que du conseil purement indépendant, je pense que 500 € le rendez-vous, c'est une bonne. C'est un bon. Et ça, peu importe le montant que j'ai à investir? Ouais, moi, c'est la base tarifaire minimale que je propose. Ouais. Ok, très clair. Qu'est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui dans ce métier-là, justement, toi, quand tu accompagnes les gens? Alors, je vais peut-être te décevoir, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais développer énormément, tu vois. J'aime bien le faire à petite échelle. Ouais. Parce que, en fait, j'ai eu un afflux de demandes tellement important, en fait, à partir de novembre, que du coup, je pouvais plus accompagner. Enfin, j'avais l'habitude d'accompagner entre 5 et 10 clients par mois et je me suis retrouvé à avoir une vingtaine de gens avec qui je travaillais. Et en fait, je faisais que ça toute la journée. Ah ouais. Et du coup, je me suis retrouvé salarié de ma propre boîte. En fait. Et finalement, je me faisais que ça. Salarié / esclave. Exactement, j'étais esclave de ma propre boîte. Du coup, je passais mes journées à faire de la paperasse, des rendez-vous de coaching, des comptes rendus et puis encore de la paperasse et machin. Et en fait, j'ai plus le temps de créer du contenu, j'ai plus le temps de faire mes épisodes de podcast, j'ai plus le temps de faire de la formation. Et du coup, tu dois le savoir, mais je vendais que mon temps contre de l'argent.
Et même si oui, alors forcément, je gagnais quand même de l'argent, donc c'est cool, mais ça me faisait... En fait, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, en fait, parce que finalement, puis tu répètes quand même des fois les mêmes choses, donc maintenant, c'est pas forcément ce que j'ai envie de développer le plus. Donc, tu vois, je fais ma contre-pub dans ton podcast, ne venez pas chez moi. Dans le sens où c'est pas forcément ce que j'ai envie de développer, j'essaie de vraiment de garder une audience, enfin, de vraiment filtrer, d'avoir voilà, un minimum de clients pour accompagner, mais c'est pas quelque chose que je veux développer vraiment, parce que ça me prend énormément de temps à faire. En fait, c'est vraiment très très chronophage. Mais par contre, j'aime le faire à petite échelle. Tu vois, en ce moment, j'ai une dizaine de clients et ça passe très bien, mais c'est très cool. Mais après, le faire trop, c'est pas forcément ce que je vise, en tout cas, parce qu'après, du coup, il faudrait théoriquement que je monte une structure et tout, et c'est pas forcément dans mes projets aujourd'hui. Après, moi, ce que je kiffe par-dessus tout aujourd'hui, c'est bien sûr donc accompagner certains clients. Tu vas vraiment me focus sur une petite portion pour garder cet engouement finalement d'accompagner les gens et de pas en faire un truc à la chaîne. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand même la création de contenu, tu vois. La création de contenu, de rencontrer des invités comme toi par exemple, d'éduquer les gens, de simplifier les choses, de vulgariser l'investissement, de montrer que c'est possible en fait à tout à chacun de se construire un patrimoine en partant de zéro, de montrer qu'en fait investir en bourse, ce n'est pas réservé aux professionnels, ce n'est pas réservé aux gens qui ont beaucoup d'argent, que tout le monde peut se lancer avec un PEA en mettant des ETF par exemple, que ceux qui veulent faire de l'IMO mais qui n'ont pas envie de faire de la gestion locative, ils peuvent se lancer avec la SCPI, enfin vraiment essayer de démocratiser ça. Et aujourd'hui, ce qui me tient beaucoup à cœur dans mon métier, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce côté création de contenu, partenariat et aussi toute cette partie aussi, bien sûr, accompagnement de clients. Donc finalement, c'est un peu de l'accompagnement, mais public. Plutôt que privé en one-to-one, ça va être du conseil aussi, parce que finalement, tu délivres aussi beaucoup de conseils dans ton podcast. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est du conseil. Pas du conseil, mais ouais. Mais tu délivres quand même pas mal d'informations dans ton podcast qui permettent quand même d'améliorer aussi ses connaissances. Bien sûr, de s'éduquer financièrement. Complètement. L'idée du podcast ou même des formations, c'est donner des informations génériques qui permettent aux gens de s'éduquer, de se former pour devenir autonomes. Donc, il y a aussi toute une partie où moi, je pousse aussi les gens à l'autonomie parce que plus tu es autonome, plus du coup tu ne payes pas non plus de frais d'intermédiaire. Tu vois, je pense notamment sur des placements d'assurance vie par exemple. Si tu le fais en gestion libre plutôt qu'en gestion pilotée, sur le long terme, les intérêts composés vont dans ta poche et pas forcément dans celle d'intermédiaire. C'est ce que je préconise aussi même en conseil en fait. C'est que moi, quand je fais de la mission de conseil, je pousse à la gestion libre pour que, en gros, toi tu me factures un honoraire, ça va te coûter un montant à un instant T, mais par contre sur le long terme, tu n'auras pas tous ces frais récurrents qui viendront te grignoter ta perf en fait. Et c'est là moi, tout l'intérêt finalement de rendre les gens autonomes sur leur placement pour que, en gros, les intérêts composés travaillent pour eux et pas dans la poche des intermédiaires, quoi. Qu'est-ce qu'on trouve justement, on parle d'intérêts composés, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de produit dans ta panoplie ? Moi, les investissements que j'affectionne le plus, ça va vraiment être la base en fait. Tu vois, tu dois peut-être connaître, tu vois, la pyramide du patrimoine. Tu as dû voir passer peut-être des images sur LinkedIn. Bon, il y a un peu tout le monde qui a sa pyramide. J'ai essayé de l'imager un petit peu, mais en gros, pour construire un patrimoine, donc tu as vraiment le socle de ton patrimoine. Ça va être généralement ta résidence principale, que tu loues ou que tu achètes, peu importe. Tu auras l'autre partie du socle qui va être la partie plutôt financière, c'est-à-dire avec ton fonds de sécurité, ton épargne de précaution, tes livrets, éventuellement ton fonds euro. De la partie garantie. Ensuite, la deuxième étage de ta pyramide du patrimoine, ça va être celle qui va être où tu vas chercher de la perf, mais avec des actifs qui vont être les plus solides et performants historiquement. Donc là, pour moi, c'est les deux piliers. Ça va être la bourse et l'immobilier. Donc vraiment les fondations, on va dire, du patrimoine, mais sur lesquelles tu vas aller chercher de la perf, mais du coup avec plus de risques. Forcément, c'est pas garanti. Sur l'IMO, ça va être l'IMO physique, pour faire du levier, tout ça, je te l'apprends pas, je pense, avec soit de l'investissement, LMNP ou même en nu, bref, peu importe, ou de la SCPI. Sur la bourse, ça va être, moi j'ai plutôt tendance à favoriser vraiment les ETF, donc parce que c'est de la gestion passive, mais tu peux aussi faire du stock picking, donc choisir toi-même tes actions, on pourra y revenir après. Et au sommet de la pyramide, là on va aller chercher vraiment soit de la décorrélation, donc pour diversifier le patrimoine, ou soit des performances beaucoup plus importantes avec beaucoup plus de risques. Donc par exemple, ça va être pour la partie vraiment haute performance au risque, ça va être par exemple la crypto, du private equity. Pour la diversification, ça va être plutôt par exemple des matières premières, de l'or, de la forêt ou des choses comme ça, tu vois, qui sont vraiment là pour diversifier. Et dans l'exotique aussi, je mets aussi des actifs plutôt passion, où tu vas pas chercher à faire de la perte, mais tu le fais plus par passion, du style le vin, les montres, voitures de collection, instruments de musique, cartes Pokémon, après Lego, tu vois, des choses comme ça. Ok. L'IMO, tu le mets dans la partie IMO
Enfin, la SCPI, pardon, tu le mets dans la partie IMO ou tu le mets dans la partie plutôt financier? Parce que là, tu l'as mis dans la partie IMO quand tu as décrit. Moi, je considère que c'est de l'IMO. Okay. Je considère que c'est de l'IMO. On pourrait, si on prend un portefeuille IMO, on pourrait considérer que c'est ta part d'IMO d'entreprise vs IMO d'habitation si tu fais de l'IMO physique. Mais pour moi, c'est le sous-jacent, enfin l'actif, c'est que ça reste quand même de l'IMO. Okay. Donc, si l'IMO va mal, généralement, tes SCPI iront mal. Comme tu vois, si les prix l'IMO sont plutôt une tendance à la baisse, tes SCPI auront plutôt une tendance à la baisse et vice-versa. Donc, c'est pas la même type d'actif que l'IMO résidentiel, bien sûr, c'est l'IMO d'entreprise, c'est quand même différent, mais ça reste de l'IMO derrière, quoi. C'est marrant, dans ta pyramide, tu as commencé justement par de l'IMO, c'est de la résidence principale. Donc, moi, j'ai une idée un peu du patrimoine des Français, comment ils sont constitués, etc. Évidemment, je sais que la résidence principale pèse beaucoup, même si moi, dans mon entourage, c'est pas forcément le cas, parce que je suis entouré que d'investisseurs. Ouais. Donc forcément, ils ont tous une résidence principale, mais elle pèse quand même dans de moindres mesures dans le patrimoine. Mais c'est ça, dans le patrimoine d'un Français, c'est vraiment la résidence principale et de loin ce qui pèse le plus. Ouais, et c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, j'ai un outil de suivi patrimonial où les gens, voilà, ils mettent tous leurs actifs et volontairement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à chaque fois que les gens les remplissaient, ou même moi quand je faisais des analyses de patrimoine, en fait, dès que tu mets la RP, ça explose en fait. Tu vois le camembert ton patrimoine IMO, brut là, il est... Non mais c'est n'importe quoi. Donc en fait, dans l'outil que j'utilise pour mes analyses de patrimoine ou bref, même pour moi-même, ou pour mes clients, j'ai toujours une allocation avec RP et une allocation sans RP. Comme ça, t'as vraiment... Moi, ça me paraît super important de voir comment est constitué ton patrimoine hors résidence principale. Avec bien sûr l'immobilier qui est constitué soit de SCPI, soit d'immobilier locatif. Mais de sortir l'RP, ça permet de te dire, en fait... d'avoir une vraie vision de ton patrimoine, alors net, je parle toujours en net, mais qui peut te générer du revenu en fait. Parce que la résidence principale, ça reste du patrimoine IMO, c'est ton patrimoine. Oui, ça reste un actif au sens du bilan comptable. Exactement, mais par contre, si demain tu veux être rentier, avoir des revenus passifs, c'est pas ça qui va t'en générer alors. Non. Ça peut, mais il faudra quand même que tu te reloges, ailleurs, donc tu auras une charge quand même. Donc, ça reste, je pense, essentiel à avoir une RP. Tu vois. Alors, on pourra discuter du débat RP, pas RP, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, je pense, à dire oui ou non. Mais je pense que voilà, ça reste important quand même d'avoir un toit sur la tête et bref, et pas avoir de loyer et tout ça. Mais je considère que c'est pas le patrimoine qui va te générer une potentielle rente ou qui va te permettre de devenir libre un jour. Tu vois. Oui. Donc, ça me paraît important d'avoir une vision avec RP et sans RP. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça pèse beaucoup. Et de décorréler ça, je trouve ça intelligent. Et ça permet vraiment d'isoler ton profil d'investisseur de ton profil, on va dire, comment on pourrait appeler ça, ton profil patrimonial au sens large, quoi, plus macro finalement. Ouais. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs dans l'IFI, dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, la résidence principale est quand même décotée par rapport... Ouais, 30% d'abattement, c'est ça. Ouais. Exactement, par rapport à l'investissement. Alors, d'ailleurs, ce qui est que dalle par rapport à ce que tu dis toi, parce que si on en croit ton fichier, il faudrait carrément l'exclure. Parce que c'est pas un patrimoine, c'est plus du vital. C'est-à-dire que tu as besoin de te loger, c'est ça, pour te donc loger, tu es obligé d'en avoir une. Et si tu n'as pas ça, tu donnes un loyer à quelqu'un qui, lui, va avoir du patrimoine et qui potentiellement peut payer aussi un impôt, de l'IFI, etc. derrière. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, ça pourrait même sortir de l'IFI carrément. Ouais. Si on peut le proposer à Macron. Et je sais pas si. Je sais pas s'il va nous écouter. Ouais, je sais pas si c'est lui qui aura la main à l'avenir. Donc voilà. Mais ok. Très clair. Là-dedans, donc on va sortir un peu la partie IMO dont on parle déjà beaucoup sur le podcast, etc. Mais on va plutôt se concentrer sur la partie patrimoine financier qui est quand même le cœur de ton métier aujourd'hui. Donc je sais que tu es pro ETF. Ouais. Voilà. Je fais un peu de stock picking quand même pour le plaisir, mais je le fais pas dans l'optique de faire mieux que le marché. Ouais. J'ai vraiment en fait, plus j'ai d'expérience et plus j'apprends des choses sur la bourse et plus je teste des stratégies en bourse et plus je me dis que finalement je reviens à la raison et à l'humilité en me disant en fait non, je ferai pas mieux que le marché. Et tu vois, il y a tellement toutes les études qui le prouvent aujourd'hui que je me dis qui je suis moi, Thomas Creton, particulier SIF. Alors on peut me dire que je suis expert parce que je suis SIF et tout, mais en réalité tous les meilleurs gérants de fonds ne font pas mieux que le marché en fait. Enfin, du moins, l'étude, alors je donne le nom de l'étude qui est assez connue, mais voilà, ça s'appelle l'étude Spiva, que les gens peuvent aller checker, tu peux mettre le lien, a prouvé que sur le long terme, 90 à 95% des fonds de gestion active ne font pas mieux que leur indice de référence. Oui.
10 de référence, donc qui est juste de suivre le marché. Et, donc, avec un ETF, par exemple. Voilà. Ouais. Et même les particuliers qui essaient de faire mieux que le marché, donc qui n'ont pas les frais liés au fonds d'investissement, donc qui choisissent leur action. Alors les stats sont un peu plus compliqués à voir parce qu'on n'a pas tout, mais la majorité des particuliers ne font pas mieux non plus, tu vois, que le marché. Donc, je pense que j'essaie de me faire violence parce que j'adore en fait choisir aussi mes actions, tu vois, et je le fais vraiment par plaisir et je le fais pas par, on va dire, en disant non, je ferai mieux et tout ça. Je le fais vraiment par plaisir et parce que voilà, j'adore ça, sur mes actions et les suivre. Mais je me force à avoir ce que j'appelle donc un socle passif, donc avoir la majorité de mon patrimoine boursier en ETF et un socle actif où je vais faire mes actions, où je vais essayer de surperformer, mais en étant conscient que j'ai peu de chances d'y arriver. Et, tu dis passif, donc finalement, tu dis passif parce que l'ETF, on va dire, n'a pas besoin de toi pour vivre, s'arbitrer tout seul, etc. Et alors, je sais pourquoi je connais un peu l'ETF, mais peut-être ceux qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est. Justement, c'est quoi un ETF? Alors, on en a déjà traité, le sujet sur le podcast, mais tu sais comme moi, en étant podcasteur, que les gens qui nous connaissent aujourd'hui écoutent rarement les 200 épisodes d'avant. C'est ça. Quelques-uns qui vont aller piocher, mais pas forcément tous. C'est bien de faire des rappels. Voilà, c'est bien de faire des rappels. Complètement. Donc du coup, un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, et ça veut dire en gros, on va faire l'exemple le plus connu, c'est celui du CAC 40. Donc la plupart des gens, je pense, connaissent l'indice CAC 40 qui représente les 40 plus grosses entreprises françaises. En gros, quand tu investis en bourse, tu peux le faire un peu de deux manières. Soit tu vas donc choisir dans le CAC 40 les entreprises qui te plaisent, sur lesquelles tu vas investir, et ton objectif, ça va être du coup d'avoir de la performance et d'essayer de faire mieux que l'indice. Soit tu vas pas t'embêter et choisir d'acheter tout l'indice. Tu vas acheter une petite proportion des 40 entreprises du CAC 40. Ce qui va te permettre finalement de suivre la performance de l'indice et surtout de ne pas avoir à choisir quand acheter et quand vendre les actions. C'est-à-dire que quand tu as une action qui sous-performe ou qui va mal, elle va sortir automatiquement l'indice et va être automatiquement remplacée par une meilleure. C'est pour ça qu'on appelle ça de la gestion passive. On peut appeler ça aussi la fonction auto-nettoyante, sélection naturelle, darwinisme, on appelle ça comme on veut, mais ça permet, c'est pour ça qu'on appelle ça de la gestion passive, c'est que toi tu n'as rien à faire, tu n'as pas à prendre de décision. Et je pense que c'est ça le grand luxe de l'ETF, c'est que tu n'as pas à prendre de décision. Parce que finalement, quand on fait de la bourse, le vrai souci, c'est de savoir quand acheter et quand vendre. Parce que quand tu fais du stock picking et tu choisis tes actions, tu vas peut-être avoir une checklist à dire ça c'est bon. Mais qui me dit que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, je sais pas moi, LVMH, L'Oréal ou je ne sais quoi, va avoir les résultats qui continuent, va pas avoir un signe noir sur la boîte. Je pense notamment à Orpea, tu vois, qui a peut-être tous les fondamentaux qui étaient nickel à un moment, mais du jour au lendemain, tu as un bouquin qui sort et elle perd moins 98%. Quoi. Si tu l'avais tu l'avais choisi toi-même, à quel moment tu la vends, Orpea? Oui. Là aujourd'hui ceux qui l'ont gardé ils ont perdu 98%. Si ça avait été t'avais pris dans le ETF CAC 40, ça se serait vendu tout seul et ça aurait été remplacé par une autre. Oui, et puis comme le principe de diversification, comme tu achètes 40 actions d'un coup aussi, ça se lisse finalement et l'impact il est moindre pour toi dans l'ETF que si effectivement tu avais focalisé que 10 actions du CAC 40 dont une action qui a sous-performé. Alors ça, c'est aussi un peu le corollaire ou l'inconvénient, c'est que forcément, les performances, tu verras pas une volatilité qui sera moindre, et du coup, tu pourras pas faire des performances dingues. Tu auras pas Nvidia, par exemple, tu vois. Oui. Mais en même temps, si tu as eu Nvidia il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, les performances n'étaient pas les mêmes. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que... Le timing était aussi important, quoi. Bien sûr. Ouais. Mais oui, tu pourras pas avoir d'énormes performances, et on rejoint toujours le couple rendement-risque, évidemment, plus tu prends de risques... Mais si je dois résumer les gros avantages de l'ETF, le premier, c'est complètement passif, donc fonction nettoyante, là, ce que je dis, la sélection naturelle des actions, donc pas de décision à prendre, complètement passif, et tu as des frais surtout qui sont très faibles, parce que tu peux aussi faire de la gestion passive et du coup déléguer à un fonds d'investissement, mais le fonds d'investissement, lui, va faire de la gestion active, lui, va essayer toujours de battre l'indice. Mais du coup, ça coûte de l'argent. Parce qu'il faut les payer, les gens qui font ça. Il faut payer les analystes, il faut payer les gens qui passent les heures, tout. Et ça coûte en moyenne 2% par an. De passer par un fonds d'investissement. Et ton ETF, en moyenne, va te coûter 0,2. Ok. Ah ouais, 0,2 en moyenne, bien sûr. Ça dépend bien sûr des ETF. Plus c'est spécialisé, plus ça coûte cher, non? C'est ça. En gros, les ETF indiciels, les indices larges, donc par exemple CAC 40, MSCI World, S&P 500, vraiment les grands indices, tu peux les avoir vraiment très peu chers. Alors après, ça dépend si c'est PEA ou compte titre. Mais... Et ça, c'est quoi les plus gros? C'est quoi, Lyxor, Amundi? C'est les deux plus gros? Alors maintenant, ils ont fusionné les deux. Amundi a racheté Lyxor. D'accord. Mais ça, c'est un des plus gros en Europe. Ok.
Amundi, c'est qui? C'est Crédit Agricole? Ouais, c'est ça. Et ça a été... t'as BNP aussi, enfin t'en as plusieurs. Après, ça c'est plutôt en Europe. Après, aux États-Unis, voilà, t'as iShares de BlackRock, t'as les gros, Invesco, bref, t'en as plein. Et bon, voilà, les frais sur les ETF les plus larges, ça va tourner entre de 0,1 à 0,4, on va dire. Et les ETF plus spécialisés thématiques, on peut monter assez cher, 0,5, 0,6, 0,7. Okay. Mais grosso modo, sur les indices vraiment les plus larges, les plus connus, on va prendre le S&P 500 qui est un des plus, les plus connus, donc les 500 plus grosses boîtes américaines. Sur le PEA, tu peux l'avoir à 0,15. Et quand tu prends un fonds d'investissement qui va s'appeler Action North America ou je ne sais quoi, qui va essayer de sélectionner les actions US pour faire mieux que le S&P 500, tu vas le payer 2%, ton fonds. Et sur le long terme, une fois, il est moins performant. Il est moins performant. Donc tu payes 10 fois plus cher un truc qui a 90% de chances de faire moins bien qu'un truc qui est 10 fois moins cher. Et ça, c'est clairement un truc que peut te vendre ta banque? Ah, mais complètement. Et même tous les CGP. Enfin, j'exagère, pas tous les CGP. Je vais pas être trop médisant là-dessus. Ça dépend bien sûr du CGP, mais ça dépend de comment tu es conseillé. Mais clairement, quand c'est ta banque traditionnelle, généralement, si elle te vend une assurance vie, dans l'assurance vie, généralement, ce sera des fonds d'investissement qui sera dedans. Donc déjà que d'une part, tu auras certainement des frais de gestion élevés, des frais sur versement, des frais d'arbitrage, et en plus, l'unité de compte qu'on te met dedans, ce sera souvent des fonds d'investissement et non de l'ETF. Donc là, tu rajoutes encore des frais, et c'est la raison pour laquelle 90% des gens qui viennent me voir, ou même du français moyen qui a une assurance vie, il dit que l'assurance vie elle est pourrie. Oui, c'est ça. Et c'est pas l'assurance vie pas le placement d'assurance vie qui est nul en soi. Alors, il a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est l'assurance vie chez qui elle est, les frais qu'il y a dessus, et qu'est-ce qu'on te met dedans l'assurance vie. Donc déjà, si tu pars sur l'assurance vie de ta banque avec frais de versement, frais d'arbitrage et des fonds d'investissement, tu pars mal, tu vois. Comment ça se passe, la discussion de repas de famille sur ces sujets-là, toi qui es hyper calé sur le sujet? Oh, j'en parle pas. C'est plus simple. Parce que c'est clairement un sujet, je trouve, de repas de Noël, des fois, tu vois, où tu te retrouves, tu parles une fois par an, chacun raconte un peu ce qu'il fait. Et, toi, évidemment, tu te bosses dans les marchés financiers. Ah ouais, moi, l'assurance vie, ça marche pas, c'est nul, j'ai fait 0,2% cette année, ou j'ai perdu moins 3%, tu vois. Parce que justement, ce sont des produits bancaires, souvent. Mais en même temps, c'est difficile d'éduquer des gens qui ont ça, tu vois, des parents, des grands-parents, des choses qui font ça depuis des années. C'est un peu spécial parce que moi, on va dire dans ma famille très proche, mes parents, zéro éducation financière, ils ont zéro placement, ils ont zéro patrimoine. Ouais. Donc tu vois, ils ont que l'ARP. Personne n'a réussi à leur vendre une assurance vie, même pour y mettre 300 balles. Alors si. Et du coup, là, j'ai quand même repris les choses en main. Je leur ai fait fermer leur assurance vie pour Ave et je leur ai fait ouvrir une assurance vie en ligne. Okay. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour eux. Mais parce qu'ils me font confiance et tout. Mais par contre, voilà, ils partent vraiment, ils sont en partie de zéro, quoi, tu vois. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de patrimoine. Mais clairement, oui, ils avaient une assurance vie depuis 15 ans, elle était flat, quoi. Et bref, bon. Mais par contre, après, j'ai un autre côté de ma famille où ils sont un peu plus axés investissement, mais quand même investissement à l'ancienne. Donc c'est plutôt, grands-parents et tout. Donc ouais, il a son assurance vie, et son PEA, et son compte titre, son banque traditionnel. Avec son conseiller. Quand il veut passer un ordre en bourse, il appelle le conseiller. Mais 20 euros. Ouais, 20 euros l'ordre. Mais là, pour le coup, j'essaye même pas de convaincre parce que voilà, c'est mon grand-père. Il est décédé il y a pas longtemps, mais quand j'essaie de lui en parler avant qu'il décède. Et bon, comment tu veux parler de ça à quelqu'un qui a 90 ans, tu vas pas le convaincre à 90 ans. Là, c'était compliqué. Donc non, malheureusement, pas eu trop le temps de. Pas eu l'occasion, on va dire, de convaincre la famille, quoi. C'est plutôt les amis, tu vois, que j'essaie de convaincre. Là, les amis, ils sont plus à l'écoute et j'essaie plus de leur expliquer en fait pourquoi leur assurance vie elle est pourrie et comment on peut. Tu peux faire mieux juste en prenant quelques décisions, quoi. Mais c'est pas évident quand même ces sujets d'argent, je trouve. Dès que ça touche à l'argent d'une personne, tu vois, c'est. Puis t'as aussi ce côté crédibilité, tu vois, parce que les gens qui sont qui sont abonnés à mon podcast, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai fait 200 épisodes, les gens ils commencent à. Mes abonnés, en tout cas, ils ont une certaine confiance en moi, tu vois. Oui. Par contre, mes potes, pour eux, dans leur tête, je suis encore ingénieur. Ils vont me dire, mais ça va, pourquoi tu me parles de bourse et tout. Pour eux, ils ont plus confiance en leur banquier plutôt qu'en moi, tu vois. Oui. Parce que le banquier, il a fait des études de banque. Donc, il est mieux placé pour te conseiller. Alors que toi, tu as fait des études d'ingénieur. Donc, quitter, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est un peu la difficulté, tu vois, on met beaucoup de... Bon, maintenant, forcément, maintenant, ça les a rassurés parce que je suis ici, j'ai passé les habilitations, donc certains ont un peu plus confiance, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, tu vois, sur l'entourage de convaincre. Et ça, ce que tu dis, ça fait écho chez moi par rapport au statut d'agent immobilier. C'est-à-dire que pour être, je ne sais pas si tu le sais, mais pour demander une carte T et être agent immobilier, il y a plusieurs critères.
Et donc, un des critères, c'est soit tu as un BTS profession immobilière, par exemple. Donc, ça veut dire que tu as 20 ans et que tu n'as jamais bossé de ta vie et que tu deviens agent immobilier. Tu peux avoir été, je ne sais plus combien d'années, mais je crois quasiment 10 ans directeur d'une agence immobilière ou agent commercial dans une agence immobilière. Ouais, je crois que c'est 10 ans en tant qu'agent commercial dans une agence immobilière ou salarié pour pouvoir demander et avoir ce statut d'agent immobilier et non pas agent commercial. Il y a toujours cette différence. Mais par contre, si tu as été 10 ans en marchand de biens, que tu as fait des projets phénoménaux, etc., tu peux pas avoir la carte. Ah bon ? Non. Mais par contre, sauf si tu as un bac plus 3 minimum dans le milieu de la com, des RH, machin, etc. Ah ouais. Donc, par exemple, moi, j'ai ma femme qui, pour le coup, est calée en IMO, puisque ça fait plus de 15 ans qu'on a investi ensemble, qu'on a fait tout plein de choses. Mais elle a un master en RH et elle a le droit d'avoir la carte sans aucune autre raison que d'avoir un master en RH. Ouais, tu vois, avoir un master en RH quand tu as 25 ans, ça te qualifie d'agent immobilier, tu vois, par rapport à un mec qui a fait ça pendant 10 ans. C'est un truc de fou. Voilà. Et c'est la même chose pour CIF. Hein. C'est que pour être CIF, tu as plusieurs conditions. Tu peux faire 150 heures de formation, comme j'ai fait, mais si tu as un master en école de commerce, tu peux être CIF. Sans passer les qualifications. Tu dois faire quand même l'agrément AMF, mais tu peux avoir une passerelle. Et qui dit qu'un mec qui a fait une école de commerce... Mais oui, rien à voir. Comment tu peux conseiller des placements ? Enfin bref, ça me paraît aussi... Je trouve que c'est la limite de la régulation. En France, on a beaucoup de régulations, beaucoup de barrières, tu vois, beaucoup d'obligations. Et en fait, souvent, derrière, c'est pas forcément cohérent. Mais c'est pas ça qui fait la qualité du conseil, finalement. Avec la qualité que tu attends. Voilà. Parce que, enfin voilà... Quelqu'un qui a fait une école de commerce, qu'est-ce qu'il lance ? Enfin, tu vois, moi, je connais plein, ils ne savent même pas ce que c'est un ETF, tu vois. Oui. Alors, je dis pas que l'ETF, c'est pour tout le monde, machin et tout, que c'est la formule magique, hein, mais je pense qu'en investit en bourse, je pense que c'est un truc à connaître, au moins à étudier, à connaître et à présenter en fait à ses clients, tu vois. Oui. Parce que, pour toutes les raisons qu'on a dit, et quand je vois que la majorité des conseillers en fait ne le proposent jamais, en fait, je me dis c'est quand même. Enfin, ça me paraît important quand même d'avoir les compétences suffisantes quand même pour conseiller, quoi. Et cet ETF, donc on a vu, il est passif. Tu disais qu'il y avait peu de frais. Après, dans les fonds, il y a beaucoup de frais. Entre les deux, il y a pas on va dire plutôt dans le monde des startups ou en tout cas des nouvelles technologies, des espèces de robots, je sais pas, robo-advisor, un truc comme ça, c'est ça, ouais, robo-advisor. Ouais. C'est très bonne question. En fait, c'est plutôt des assurances-vie, assurance-vie gestion pilotée, qui vont proposer finalement des portefeuilles, enfin des assurances-vie qui investissent en ETF. Donc du coup, pas comme les assurances-vie traditionnelles de ta banque qui vont généralement proposer que des fonds d'investissement. Donc ils vont mettre des bonnes choses sur des assurances-vie avec des frais qui sont aussi assez bas. Par contre, vu que c'est de la gestion pilotée, tu as quand même les frais de mandat de gestion. Oui. Donc c'est plus cher que si tu le fais toi-même. Oui. Mais ça reste 2 à 3 fois moins cher déjà que quand tu passes par ta banque traditionnelle. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui veut pas se faire chier, qui veut pas choisir ce ETF, qui veut pas payer de conseiller et de l'honoraire pour se faire accompagner, ça reste une super solution. Okay. C'est déjà 100 fois mieux de faire ça que d'aller payer des assurances vie bourrées de frais, plus des unités de compte qui vont être des fonds d'investissement. Je peux citer des noms peut-être, j'en citer plusieurs, hein, mais après ils se valent tous, mais tu vois, les plus connus ça va être Ramify, Nalo, Yomoni, Coudvest. Yomoni que j'ai reçu d'ailleurs sur le podcast. Ouais, voilà, ils vont te prendre à peu près 1,5% au total. Ouais. Donc, mais ça prend les frais d'enveloppe, donc les frais de gestion d'assurance vie qui sont les plus bas que tu puisses trouver, c'est 0,5. Mais de là, ils rajoutent 0,2 qui sont liés aux frais des ETF, et puis après ils se prennent leur com à eux qui sont les frais de gestion pilotée. Ouais. Mais ça reste beaucoup, beaucoup moins cher que l'assurance vie proposée par ton CGP non indépendant qui est rémunéré en rétrocom et qui te fait investir sur des fonds d'investissement ou celui de ta banque, quoi. Ok. J'ai d'ailleurs une assurance vie et mon fils aussi sur Yomoni, que je teste depuis, ça va faire 3-4 ans, je pense. Et franchement, ça tourne tout seul. Voilà. Là, tu t'achètes la passivité extrême, tu vois. Toi, tu regardes. Moi, je fais mes dépôts tous les mois. J'ai un dépôt régulier, tu vois. Et puis, voilà, effectivement. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que visuellement, tu vois bien tes dépôts réguliers. Et tu vois bien la croissance qui est indépendante de tes dépôts réguliers, parce que souvent, des fois, des fois, c'est un peu complexe. Par exemple, Bourse Direct, qui est quand même horrible ergonomiquement. Une horreur. C'est un très bon PEA, mais en termes visuels, c'est une horreur. Moi, j'ai mon PEA chez Bourse Direct, tu vois. Clairement, c'est horrible. Tu sais pas quelle est ta perf depuis le début. Tu sais pas. Alors, tu peux le savoir. Moi, je le sais parce que tu peux le savoir, mais je l'ai découvert tard. Hein. Et il faut aller dans
Mais sur le site. Ouais, sur le site. Ouais, sur l'appli, c'est mort. Ouais, sur l'appli, tu ne sauras pas. Il faut aller sur le site, mais c'est un onglet perdu, machin. Je l'ai su parce que j'ai appelé un conseiller de bourse direct. Mais je reconnais que le PA, je suis pareil, je suis chez eux aussi. Je suis preneur de ça parce que ouais, ma femme, elle dit je comprends pas, je sais pas si j'ai perdu de l'argent, pas de l'argent. T'as un truc où tu sais qu'est-ce que tu as versé, qu'est-ce qui te reste à verser sur les 150 000 et quelle était plus-value par rapport à ce que tu as versé. Ok. Tu peux le savoir. Ça, c'est canon, il faut que j'y arrive à accéder à ça. Je te montrerai. Je l'ai même plus en tête, avant c'était compliqué à voir. Mais... faut que j'arrive à accéder à ça parce que franchement. Et du coup, ça me fait penser à une question. Parce que dans le PE, alors en l'occurrence, je prends l'exemple de Bourse Direct, c'est celui que je connais, tu vois bien tes liquidités, tu vois bien ce qui est déjà investi. C'est quoi ton approche là-dessus sur le pourcentage de liquidité à garder pour justement acheter prendre des opportunités. Ouais, prendre des opportunités. C'est une super question. Alors là, il y a plusieurs écoles. Tu as ceux qui vont te dire il faut toujours rester investi à 100%. Parce que en fait, on ne sait jamais de quoi est fait. Et puis, quand on n'est pas investi, on a un coût d'opportunité. Donc ça, c'est une première approche, de rester toujours investi à fond. Et dès que tu as une nouvelle épargne, tu l'investis soit en DCA, donc en dollar cost averaging, c'est-à-dire régulièrement. Première approche. Deuxième approche, c'est tu peux te fixer une sorte d'allocation sur ta partie bourse en disant je veux garder X% de liquidité, soit qui reste fixe, et ça te laisse toujours des opportunités en cas de baisse pour renforcer, ou tu peux aussi le faire en fonction des conditions de marché. Mais là, ça devient aussi risqué parce qu'on rentre un peu dans le fait de timer le marché qui peut être très dangereux. Par exemple, quand on est sur des plus hauts historiques comme en ce moment, tu pourrais te dire, on est plus proche d'une correction que d'une montée, donc je garde plus de liquidité. Mais c'est aussi très risqué de faire ça parce qu'en fait, on n'en sait rien. En fait. On n'en sait rien si le crash il aura lieu aujourd'hui, demain ou dans 6 mois. Tu pourrais avoir un manque à gagner, c'est ça que tu dis. C'est ça. Ouais. Et si ça continue de monter, tu as un énorme manque à gagner. Ouais. Donc, moi, je suis assez partagé. Alors, je vais te dire ce que je fais. Hein. C'est pas forcément ce qu'il faut faire pour tous, mais moi, j'aime bien garder au moins 10% de liquidité. Okay. Voilà. C'est un peu ce que je garde pour que je me dise, j'ai au moins 90% qui est toujours investi, j'ai 10% de liquidité pour que si demain ça crache, je puisse racheter sans avoir à revendre en panique des choses, tu vois. C'est ce que je fais. Je dis pas qu'il faut le faire pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ma stratégie. C'est intéressant parce que moi, je me pose la question justement en ce moment. Je pense que je suis plus à 25% là, tu vois, de liquidité sur le PEA. Parce que j'ai arbitré des choses aussi, parce que j'avais envie d'alléger le nombre de lignes. J'avais trop de lignes et je voulais un peu alléger. Ça aussi, tu peux peut-être nous donner ton avis là-dessus. Mais et du coup, je me suis dit, c'est vrai que le marché est haut quand même. Un CAC au-dessus de 8000, ça commence à se consolider. Ça fait un petit moment maintenant, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une correction. Et quand tu regardes historiquement, il y a toujours des corrections. C'est ça reste cyclique, quoi. C'est juste quand est-ce que ça va arriver. En attendant, effectivement, je loupe peut-être de la croissance, c'est sûr. Donc, c'est intéressant tu vois, ce 10%, je vais le retenir, je pense. Et donc, je vais peut-être remettre un coup de DCA, tu vois, là-dessus, sur la différence. Une autre stratégie qui peut être intéressant, donc le DCA. Alors, tes auditeurs sont familiers avec le DCA ou on peut peut-être. En gros, DCA, donc c'est-à-dire dollar cost average, et ça veut dire en fait investir à une période donnée la même somme sur le même actif. Donc, généralement, c'est mensuel, mais ça peut être trimestriel ou annuel. Par exemple, si on prend un ETF monde, au lieu d'acheter tout en une fois, ou même si on a une épargne mensuelle à placer en bourse, on va mettre par exemple 200 € par mois sur cet ETF monde. Et on ne va pas essayer de timer le marché, on ne va pas essayer de l'acheter bas, on ne va pas essayer de mettre un ordre d'accours limité. On regarde même pas, on achète au prix du marché. Prix du marché. L'ordre, on le passe au prix du marché. Exactement. On n'essaie pas de timer. Et moi, la meilleure stratégie que je trouve pour ça, c'est de te mettre un rappel sur ton agenda le même jour tous les mois, et quelles que soient les conditions de marché, tu regardes même pas le marché. Tu regardes pas le marché. Parce que moi j'ai essayé d'attendre, machin, c'est mieux le 18 plutôt que le 12, ou de mettre machin, une limite par rapport à ce qui s'est passé dans les 24. En fait, tu peux voilà, donc tu peux te planter. Donc le DCA vraiment pur, bête et méchant, c'est ça, et je pense que pour une grande majorité des gens ça peut vraiment bien marcher, mais tu peux quand même optimiser. Attention, ça demande un peu plus d'activité, et c'est que j'ai reçu un gars qui est spécialisé là-dedans, qui s'appelle Tradosaur, et qui est vraiment très bon. J'invite à découvrir sa chaîne YouTube. Il fait ce qu'on appelle de l'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que, alors lui, il est trader, donc forcément, il a plus de connaissances sur les graphiques, donc c'est pas adapté à tout le monde. Mais lui, ce qu'il préconise, ou ce qu'il fait, c'est qu'il fait une partie en DCA tous les mois, à peu près la moitié de son épargne mensuelle, et une autre moitié, il la garde en liquidité. Et quand il y a des retracements, là, du coup, il a accumulé la liquidité, il achète tout en une fois pour acheter sur les retracements. Alors attention, on parle uniquement de TF indiciels, larges, de fonds de portefeuille, on ne parle pas de TF thématiques ou de stock picking. Pour ce genre de stratégie, c'est vraiment pour suivre le marché sur des gros indices. Ça peut être une stratégie que je fais aussi à titre perso, mais qui demande aussi un peu plus de temps, qui demande aussi un peu des connaissances graphiques et tout, donc c'est pas du tout adapté à tout le monde. Mais ça peut être une stratégie pour de la liquidité que tu as. Ça peut être une idée pour
repérer, on va dire, ils appellent ça les V, hein, tu vois, des creux de marché, mais voilà, ça demande quand même de suivre un peu plus les graphiques, il faut s'investir dedans et tout, donc c'est pas pour tout le monde, tu vois. Ok, très intéressant. Voilà, la question que je me pose, qui est plutôt macro, du coup, c'est que tu vois, je vois bien en immobilier l'intérêt de se dire j'investis maintenant, je lève de la dette, dans 20 ans ou 25 ans, j'ai plus de dette, donc j'ai un revenu qui tombe. Donc j'ai rien d'ici là, parce que je fais un effort, on va dire que je suis en autofinancement. Bon, voilà, j'ai mis un peu d'apport, ça me bloque de la trésor, mais ça me permet de faire du levier, donc l'un dans l'autre, à la fin, je m'y retrouve. Et dans 20 ans, 25 ans, j'ai un revenu. On va mettre de côté la fiscalité, peu importe, mais j'ai un revenu qui arrive et qui rentre et qui est récurrent jusqu'à la fin de mes jours, à condition évidemment d'avoir un locataire, etc. Il y a des conditions, je simplifie exprès. Tu vois, investir simple, tu vois, j'essaie de simplifier aussi. Voilà. La bourse, j'ai l'impression que c'est un truc d'écureuil. C'est-à-dire, je mets de côté, tu vois, le dollar cost average, je mets de l'argent, je capitalise tout. Et quand c'est qu'on en profite. T'en fais quoi de son pognon, en fait, au bout d'un moment? Qu'est-ce que t'en fais? Comment tu le sors? À quoi il sert? Tu vois, j'arrive pas à Moi, j'ai du mal, en fait. Franchement, j'ai eu pas mal de liquidités dans ma vie et j'en ai jamais sur mes comptes parce qu'à chaque fois que j'ai eu du pognon, j'ai eu la nécessité de le réinvestir quelque part, mais jamais dans des marchés financiers. Parce que tu as l'impression que tu pourras pas en profiter, c'est ça? Ouais, tu pourras pas en tirer et en fait, une ça me rente. rassure pas, moi, d'avoir 400 000 balles sur un compte, tu vois. Franchement, il y a des gens, il faut qu'ils, tu sais, ça les rassure et tout ça. Mais moi, ça me rassure pas parce qu'en fait, j'arrive pas à me dire à quoi ça va me servir, tu vois. Est-ce que je vais Quand mourir avec? Quand tu parles sur un compte, tu parles sur même un PEA, un compte titre. Ouais. Donc sur des Clairement, mon PEA, j'aurais pu le remplir 10 000 fois. Mais, enfin, pas 10 000 fois, si tu fais 10 000 fois 150 000. Ouais, ça fait beaucoup, là. Enfin, j'ai eu PEA PME qui était... Enfin, voilà, bref. J'ai eu des actions aussi de boîtes de PME à l'intérieur et tout ça. Donc, en fait, bon, j'étais pas au 225, mais j'étais quand même pas très loin. Mais si tu veux, j'ai arbitré des trucs et tout. J'ai même pas attendu les 5 ans, les trucs. Enfin, voilà. Et j'arrive pas à me dire... ça me rassure pas. Je sais pas pourquoi. Alors, je reprends ta question qui était super intéressante. Je vais un peu la reformuler. En gros, comment tu peux tirer parce que tu m'as fait le rapprochement avec l'immobilier en disant tu lèves de la dette, après tu as un revenu passif, un semi-passif, parce que voilà, locataire et compagnie. Clairement pas passif. Ouais, clairement pas passif, on est d'accord. Que tu peux avoir avec les SCPI finalement en complètement passif pour le coup sur l'IMO. Mais difficile de lever de la dette en amont. Difficile de lever de la dette en amont. Alors tu peux, c'est possible de faire de la dette avec les SCPI. Mais t'as pas les loyers. Tu es obligé de mettre un effort d'épargne complètement. Comme ça, tu peux pas faire du cash flow d'autofinancement avec les CPI, ça c'est sûr. Mais tu peux quand même lever de la dette. Bon bref, on va dire que ça reste de l'IMO, tu lèves de la dette et tu as du revenu passif au bout d'un certain temps ou direct si tu fais au comptant. Et c'est vrai que quand tu dis en bourse, tu dis t'imagines toujours que la bourse c'est soit pour jouer, essayer de faire de boursicoter, ou si tu es dans la partie que tu es un peu informé, que tu veux faire de l'ETF capitalisant, tu dis je fais marcher les intérêts composés, c'est capitalisant, mais quand c'est que j'en profite? Donc c'est super intéressant parce que tu vois, je pense comme dans toute construction de patrimoine, tu as deux phases finalement. Tu as la phase de capitalisation, la phase finalement où tu n'as pas besoin de revenus passifs ou de revenus complémentaires, donc tu développes ton patrimoine. Donc ça peut être la partie IMO, tu lèves de la dette, tu fais des travaux, tu fais plein de trucs, les trucs de fou que tu fais toi d'ailleurs pour construire du patrimoine. Tu n'en profites pas aujourd'hui, mais tu sais qu'après tu auras le patrimoine. Et sur la partie bourse, c'est pareil, phase de capitalisation, donc généralement des ETF capitalisants où les dividendes sont réinvestis, tout ça. Et après, tu as une phase de consommation ou de rente, qui n'est pas obligatoire non plus. Si tu as la retraite de l'État et que ça te va, ça peut suffire. Mais bon, je pense que les gens qui nous écoutent, généralement, ils essayent un peu aussi de faire leur retraite. Donc, ils peuvent aussi soit se projeter pour la suite, ou même certains sont peut-être déjà en phase de rente ou de consommation. Donc, comment tu fais? Donc, avec l'immobilier, c'est assez simple. Tu as un locataire, il te paye un loyer, voilà. Pour la bourse, la rente, ce sera simple. Tu peux le faire de deux façons. Soit avec les dividendes, donc c'est un peu le loyer de ton action, où en gros, je rappelle un dividende, ce que c'est une entreprise va faire un bénéfice, si elle est rentable bien sûr, et le bénéfice, elle peut choisir soit de réinvestir dans la boîte, ou de le distribuer sous forme de dividende aux actionnaires, ou de faire un peu des deux. Donc le dividende, ça permet finalement de récompenser les actionnaires, pour leur fidélité, pour avoir contribué au développement, et toi, en tant qu'investisseur, finalement, tu as un revenu complètement passif. Et tu as des boîtes, notamment aux US, qui versent des dividendes en croissance régulièrement depuis 25-50 ans. Il y en a certaines, les dividendes aristocrates et King notamment, qui augmentent leurs dividendes depuis 25 ans. Donc, ce qui peut te permettre de dire, OK, j'ai une rente quand même qui est assez solide et qui en plus augmente, qui me permet finalement de couvrir l'inflation. Donc, ça peut être une façon de dégager ta rente en faisant des actions à dividendes. Donc ça implique quand même
de faire du stock picking, c'est-à-dire de choisir toi-même tes actions à dividendes. Oui, parce qu'il y a des années où les boîtes crachent beaucoup, d'autres années où ça peut aller plus mal aussi. Ça peut être cyclique selon les marchés. Bien sûr, ça peut être cyclique. Après, tu peux réduire aussi ce risque. Comme toujours, il faut diversifier. Tu vas jamais mettre tu vas pas faire tout ton revenu que sur une action à dividende, donc il faut en prendre 15, 20, voilà, construire un portefeuille bien diversifié en termes de secteur, géographique et tout, mais il y en a plein qui se dégagent un vrai revenu complémentaire, voire une vraie rente grâce aux actions à dividende. Okay. Donc ça peut être une stratégie. Par contre, voilà, après, tu as tout aussi l'aspect fiscal qu'il faut prendre en compte. Sur le compte titre, tu as quand même la flat tax de 30%, donc tu as quand même un cut à chaque fois. Sur le PEA, ça peut être plus intéressant au bout de 5 ans, parce que du coup, tu n'as que la CSG à payer, donc tu as moins de frottement. Par contre, tu es limité aux actions françaises. Même sur les dividendes, du coup Tu payes pas d'impôt. Après les 5 ans, tu payes pas d'impôt, donc ça peut être super intéressant. Après, voilà, il faut avoir des montants quand même. En général, il faut au moins remplir le PEA pour que les montants soient significatifs et tout. Mais voilà, si tu as commencé assez tôt et que voilà, tu es dans la phase de consommation, ça peut vraiment le faire. Et j'ai interviewé il n'y a pas longtemps un vrai rentier sur mon podcast, c'est un épisode qui a bien cartonné. Et lui, il a à peu près, il se génère à peu près 50 000 euros de revenus passifs. Par an, ouais. Et il a à peu près 25 000 qui viennent des dividendes. Il a la moitié du PEA, moitié sur compte titre. Et voilà, il a pris une trentaine d'actions et ça lui génère la majorité. Et c'est quoi la taille de l'encours pour ça ? Sur le PEA, il a à peu près 300 000. Ouais. Et sur le compte titre, il a à peu près 400 ou 500 000, je crois. Ouais, donc quand même 700, 800 000 euros pour générer 50 000 à l'année. Alors, sachant que dans tout le patrimoine boursier qu'il a, il n'y a pas tout qui est en actions à dividendes. Okay. Il a une partie qui se verse pour les rentes, une autre partie qu'il fait toujours quand même pour capitaliser, pour après. Enfin, pour même pour s'amuser un petit peu, mais il a pas tout son patrimoine qui est que sur de la rente. Donc ça, c'est une première façon de faire. Tu prends des actions à dividendes et du coup, tu te verses une rente. Et une autre façon qui s'oppose un petit peu à celle-là, c'est de revendre. On va dire, tu restes sur l'idée d'un ETF capitalisant, mais tu vas revendre une partie tous les ans et tu vas te le verser en rente. Okay. Et ça peut être une stratégie qui est beaucoup plébiscitée par les pro-ETF. Moi, je suis un peu moins fan de façon de faire en rente. Je préfère plutôt la façon dividende parce que, quelle que soit l'évolution de l'action, tu vas toucher ton revenu passif, bien sûr en diversifiant, voilà, pour potentiellement combler celles qui coupent leurs dividendes. Parce qu'en fait, le risque que tu as finalement en vendant ton ETF tous les ans pour te faire ta rente, c'est que si tu es dans un marché baissier, tu vas finalement acter une perte. Et du coup, ton capital, il baisse. Oui. Donc, oui, parce que tu vends moins cher. Si l'action baisse, ton patrimoine baisse. Donc, toi, tu vends du capital, en fait. Et en plus, il s'amoindrit plus vite. C'est ça. Donc, raison pour laquelle, c'est les deux façons qui s'opposent. Je reviens à la réponse à ta question qui était de comment finalement générer de la rente avec la bourse. C'est un peu les deux façons. Soit ton ETF capitalisant, tu pars du principe qu'il fait 8% par an, toi tu t'en reverses 4-5% et du coup c'est ta rente et le reste, ça continue de travailler. Et ça fait croître ton patrimoine. Du coup, ça continue. Si bien sûr ça fait 8-10% et que tu t'en verses 4, tu continues de faire croître. Ouais. Mais par contre, si l'année où tu retires, il a fait moins 20, ça peut poser problème. Ouais. Raison pour laquelle moi j'oppose un peu. Alors les deux s'étudient, bien sûr. Après il y a une considération fiscale et tout. Enfin, j'ai fait un épisode vraiment il y a pas longtemps là-dessus en plus qui vraiment où j'étais un petit peu en débat avec un autre invité et que j'invite à écouter, qui s'appelle, vous allez voir sur ma chaîne, s'appelle ETF VS Action Dividende. C'était avec Farmer là, le youtubeur. Je vais y aller, ça m'intéresse. Ouais, et on a vraiment opposé. Alors moi je défendais plus la stratégie à dividende. Alors encore une fois, je parle vraiment de la phase de consommation. Quand on est en phase de capitalisation, les dividendes c'est pas forcément le plus optimisé. Attention, parce que c'est des boîtes qui sont assez matures, donc ils vont moins performer que des boîtes de croissance et tout. Donc sur la phase de capitalisation, je pense que les ETF larges et tout restent plus intéressants à étudier. Dis-moi si je me trompe, mais une société, quand elle détache un dividende, son action baisse d'autant. Ouais, exactement. Donc finalement, la taille de ton patrimoine reste le même. Exactement. Tu gagnes pas d'argent. Comptablement, c'est égal. Quoi. Après, dans les faits, généralement, l'action revient soit au même niveau, ou même sur le long terme, parce qu'elle continue de monter. Donc finalement, tu t'enrichis quand même sur le long terme, bien sûr, si l'action ne se casse pas la gueule. Mais on va dire que historiquement, les actions à dividendes, c'est généralement des boîtes matures. Tu vois, ça va être, je vais citer des noms, ça va être du Coca, du McDo, du Walmart, du Total. C'est des boîtes vraiment matures qui vont plus très croître, qui sont sur un marché qui est tellement mature, qui vont pas faire une très grosse performance. Ouais. Donc, c'est pas là-dessus finalement que tu vas faire des grosses plus-values. Tu vas vraiment l'utiliser pour ta rente. Donc, c'est bien dans une phase de consommation, mais dans une phase de capitalisation, si tu as 20, 30 ans et que tu n'as pas besoin de revenus passifs aujourd'hui, c'est peut-être pas la solution la plus pertinente. Du moins, les perfs historiques ont prouvé que les boîtes de croissance ou de qualité ou de momentum ou je ne sais quelle autre stratégie performent mieux que des actions à dividendes, donc dividendes compris bien sûr. Ok. Dans la deuxième solution que tu citais, qui est je récupère une partie du capital régulièrement chaque mois,
Ça veut dire que... Ou chaque année en général, c'est plus fait chaque année. Chaque année, ouais. Pour éviter la volatilité. Une fois par an, et après, je me gère mon truc. Ça veut dire qu'au bout de certaines années, ton capital il est de 0. Ben, ça dépend de comment va le marché, en fait. Si le marché fait toujours... si ton ETF il prend 5% et que tu retires 5%, non, ton capital il bouge pas. Ouais. Oui, il faut vraiment calibrer sa rente sur les performances du marché. C'est ça. Et ça demande quand même, moi je trouve que ça demande Enfin, je dormirais pas très bien la nuit parce que je me dirais, aujourd'hui la bourse a perdu 10%, est-ce que je retire? Ah non, il faut que j'attende demain. Enfin, c'est pour ça que moi je suis un peu moins fan de cette stratégie parce que ça demande quand même, alors en théorie non, il faut pas timer le marché même pour ça, mais tu te dis qu'en fonction de quand tu fais ta vente, ça a un impact finalement sur ton patrimoine, quoi. Oui. Alors que sur une action en dividende, tu t'en fous de la valorisation de l'action. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est la rente issue du... Oui. Comme sur un bien immobilier, ton bien immobilier, tu as un loyer qui tombe. Si ton appart que tu as acheté 100 000, il en vaut 80 000 dans 2 ans, toi, tu t'en fous, tu as toujours ta rente qui tombe. Tout à fait. Et tu sais que sur le long terme, si tu crois dans ton appart, comme si tu crois dans l'entreprise, tu penses que ça va se revaloriser. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est ta rente. C'est pas la valorisation de... Oui. Donc, c'est pour ça que les deux stratégies s'opposent et que moi, je pense que dans une phase de consommation et de rente, mieux vaut avoir une action en dividende plutôt que de retirer du capital sur un ETF. C'est un très bon parallèle que tu fais avec l'immobilier parce que c'est effectivement les deux écoles qu'on pourrait appeler cash flow patrimonial ou vision court terme, long terme. Court terme, je veux de la rente, je veux du dividende, je veux du cash flow. Long terme, j'investis dans des bons emplacements, etc., comme dans une bonne société. Comme ça va être une boîte de qualité. Voilà. Et c'est quand je vais vendre que je vais prendre ma plus-value et après, à moi de la consommer comme je veux ou de la réinvestir comme je veux. C'est ça. Mais du coup, quand tu es dans une phase de rente, c'est quand même compliqué parce que, alors, sur de l'IMO, tu as quand même plus la main parce que tu connais généralement ton secteur et si tu fais de l'IMO, tu as un peu plus la main là-dessus. Mais quand tu investis en bourse, c'est pas toi qui gères la boîte. Tu vois. Tu sais pas comment elle va évoluer. Donc, comme je te dis, comme tout à l'heure, on peut reparler de stock picking. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde avec les meilleurs critères du monde et tout en disant ok, il faut tel ROE, il faut tel dette nette sur EBITDA, il faut tel, j'en sais rien, la croissance du chiffre d'affaires et tout. Ok, ça coche toutes les cases, c'est super. Mais qui te dit que dans 6 mois, 1 an, tu vois, la boîte, elle va rester comme ça. Ouais. Tu sais pas ça. Et c'est pour ça que t'as un peu moins la main, tu vois, que sur de l'IMO pour ça, quoi. T'as la main sur là où tu mets ton pognon, quoi. Voilà. Mais il faut réagir vite. Et puis surtout, il faut être super diversifié. Dès que tu fais une stratégie d'action dividende, tu peux pas te permettre d'avoir que 2-3 boîtes qui te versent ta rente, quoi. Il faut 15, 20, 30 lignes pour diversifier. Je trouvais très intéressant cette discussion, tu vois. Ça fait vraiment aussi le parallèle avec l'IMO que j'aime bien faire sur ce podcast parce que je sais qu'il y a une cible aussi très IMO, donc bien ça sûr. permet de... Mais je le fais souvent parce que finalement, l'IMO et la bourse, c'est ce que je dis, c'est les deux. Pour moi, les deux piliers d'un patrimoine sain et solide qui doit être là dans tout patrimoine. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, la majorité des Français ont un patrimoine quasiment que en IMO. Ouais. Et moi, j'essaie de contribuer à mon humble échelle, d'essayer de leur dire la bourse, il ne faut pas la négliger. C'est pas le cas des Américains d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et les Américains, ils ont un très gros patrimoine boursier. Et ça me paraît un peu dommage que la majorité des Français, en fait, ont vraiment cette idée reçue que la bourse, c'est risqué, ou c'est pour les riches, ou c'est volatile. Alors oui, c'est volatile, on va pas le mentir, bien sûr. Ça fait plus les montagnes russes que l'IMO, mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que c'est l'actif le plus performant de tous les temps, bien devant l'immobilier. Certes, tu peux pas faire de levier, ce qui est le gros avantage de l'immobilier. Tu as moins la main dessus, tu peux pas créer de la valeur comme tu fais sur de l'IMO, mais c'est quand même un actif qui a fait 8 à 10% par an depuis 150 ans. Oui. Et c'est quand même dommage de le snobber, quoi. Oui. C'est vrai que c'est un actif où je pense que ça peut aller très très vite aussi à partir d'un certain montant, parce que c'est la force des nombres qui fait aussi la performance. Et c'est vrai que, oui, quand tu te dis, bon, j'ai 1000 euros... C'est vrai que... Tu dis oui, je vais faire 10% sur 1000 euros, c'est que dalle. Ouais. Certes, c'est vrai ce que tu dis. Mais moi, je suis quand même pour la théorie des petits pas. Parce que je pense que mieux vaut commencer avec 1000 balles. Et généralement, en plus, quand tu commences avec 1000 balles, tu vas te croire le plus intelligent et tu vas aller chercher des petites small caps, des machins, tu vas faire plein de conneries. Tu vas apprendre aussi. Tu apprends avec des petites sommes. Et ensuite, après, quand tu vas creuser le sujet... Moi, je pars du principe que quand tu mets du vrai argent dans un investissement, c'est là que tu commences vraiment à creuser l'investissement. Tu vois, si tu fais de l'immobilier en démo ou de la bourse en démo, tu vas pas t'y intéresser autant que quand tu mets vraiment ton argent. Et je préfère que les auditeurs qui ont que 1000 balles, qui se lancent avec 1000 balles, et même s'ils font des conneries, ou même s'ils font un ETF, ou même quelle que soit leur stratégie, mais qu'ils essayent vraiment avec des petites sommes pour voir déjà si l'investissement leur plaît, comment ils réagissent à la volatilité, est-ce qu'ils vont creuser plus les sujets, et puis tu vas voir qu'après, si ça t'intéresse et que tu commences un peu à comprendre le mécanisme, ça va te motiver à épargner plus ou à mettre plus sur cette classe d'actifs aussi. Oui,
C'est intéressant ce que tu dis de mettre son argent et de risquer son argent. Je fais souvent le parallèle, moi, quand on a des prospects pour l'IMO, je leur dis c'est important de mettre son argent pour s'impliquer dans le projet aussi. C'est important de payer quelqu'un pour se faire accompagner et pas de faire accompagner gratuitement parce que l'implication, la vôtre, n'est pas la même aussi. Et je fais souvent le parallèle avec le poker, parce que j'ai longtemps joué au poker et beaucoup joué. Et du coup, effectivement, plus les tournois étaient élevés, plus les entrées étaient élevées, plus il y avait d'enjeux financiers et meilleurs étaient les gens autour de la table parce que les décisions qu'ils prenaient, elles étaient de plus en plus bonnes, tu vois, et elles étaient en connaissance de cause. Tu joues au poker avec quelqu'un qui ne met pas son argent, c'est du grand n'importe quoi. C'est ça. Et là, c'est la place à quoi ? La place à la chance, la place. On n'est même plus dans de la probabilité, on est juste dans. Voilà, tu mets ton truc et tu gambles, quoi. Et c'est marrant le parallèle que tu fais avec le poker, parce que aussi j'ai joué pas mal au poker. Et c'est le problème quand tu es avec des potes au poker. Oui, exactement. C'est le problème, c'est que tu vas pas dire. Enfin, c'est toujours un peu bizarre de dire on met 10 balles ou quoi. Ouais. Et le truc, c'est que si tu mets 0, et après voilà, c'est vrai que c'est compliqué de jouer de l'argent avec des potes et tout, mais souvent on mettait pas d'argent. Et en fait, on jouait n'importe comment. Tu joues n'importe comment, tu vas pas faire les mêmes bluffs, tu vas pas jouer de la même manière. Alors que même si tu mets juste 10 balles, bah, tu vas un peu plus les décisions, tu vas les prendre plus réfléchies, tu vas peut-être pas te coucher de la même manière. Enfin, tu vas. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que on retombe dans le même prisme que sur la bourse, que sur l'IMO. Quand tu mets ton argent vraiment, oui. Eh ben, tu vas réagir différemment, tu vas t'intéresser de manière différente, tu vas prendre des décisions différentes. Tu vas apprendre plus vite. Tu vas apprendre aussi plus vite, tu vas apprendre plus de tes conneries. Ouais. Il y en a qui disent qu'il faut apprendre des erreurs des autres. Moi, je pense qu'on apprend mieux que de ses propres erreurs. Je suis d'accord. C'est bien d'apprendre des erreurs des autres, ça peut te faire gagner du temps et de l'argent, mais je pense qu'on n'est jamais autant vacciné que quand c'est toi qui as fait la connerie, quoi. Je suis d'accord. Mais par contre, c'est long. C'est plus long. Et les erreurs, elles valent cher. Elles valent cher, ouais, c'est clair. Moi, je l'ai fait en IMO, quelques trucs, et franchement, c'est vrai que c'est long. Ouais. Rapidement d'ailleurs sur l'IMO, avant peut-être de clôturer l'épisode, c'est quoi ta vision des choses je me tire une balle dans le pied en te posant la question, je sais, mais... Ouais, j'ai 3 apparts, enfin non 2, j'en ai vendu un du coup. 2 apparts, moi je suis très basique en IMO, on va dire. J'ai 3 apparts en LMNP, nom propre, où je profite de la fiscalité du LMNP, du meublé, tout ça. Je fais plein de conneries, mon premier appart, je fais plein de conneries, du coup d'ailleurs que j'ai vendu parce que je me suis pas trop mal sorti finalement avec les conneries que j'ai fait, mais... Coucou à l'acheteur. Je lui aurais pas dit. Mais non, mais je lui ai laissé un truc bien quand même. Mais ouais, donc l'IMO très bien, ça m'a permis de démarrer, de faire du levier, ça m'a permis d'accélérer. Par contre, la gestion liée à l'IMO, aujourd'hui en tout cas, je suis plus trop aligné avec ça. Parce que ça prend du temps, parce que c'est des soucis, et parce qu'aujourd'hui j'ai 2 enfants, et parce que j'ai un business à faire tourner qui me prend énormément de temps, et j'ai moins envie de mettre mon focus là-dessus. J'exclus pas en refaire à l'avenir. Aujourd'hui, le seul projet que j'aimerais faire, c'est la RP. Donc, tu vois, c'est un peu à contre-courant de l'IMO rentable et tout, parce que tu dois le savoir. La RP, c'est pas forcément dans le cursus de liberté financière et tout, parce que on n'a pas que la capacité d'endettement et tout. Mais aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ma situation familiale, personnelle et tout, je suis aligné avec ça. Je suis très à l'aise avec le fait de faire ma RP. Et j'ai plus envie de passer mon focus sur le développement de ma boîte plutôt que sur l'IMO. Mais je suis pas anti-IMO, tu vois. C'est juste que moi, j'alerte en fait beaucoup les gens. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'IMO c'est facile, qu'il faut faire de l'immeuble tout de suite, on va être libre financièrement rapidement. Moi j'alerte beaucoup les gens, en fait je mets beaucoup de warning en disant l'IMO c'est la façon la plus rapide de devenir libre financièrement si tu pars de zéro, mais il faut que tu aies le temps, l'énergie, l'envie de t'impliquer là-dedans. Il faut juste pas croire que c'est simple, passif, et il y a aussi beaucoup de risques. Moi j'essaye souvent d'être un petit peu le warning des vendeurs de rêves sur les réseaux qui te font croire que ça va être facile pour tout le monde en 3 ans, quoi. Je partage tout ce que tu as dit, franchement, j'aurais pas dit mieux. Donc, on va se quitter là-dessus. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, donner un dernier conseil aux auditeurs ? Non, vu que tu as une audience plutôt IMO, j'ai envie de dire intéressez-vous à la bourse. Voilà, c'est un petit peu mon leitmotiv en ce moment. Voilà, regardez les ETF. Si vous partez vraiment de zéro, regardez les ETF. Checkez le PEA. Je pense qu'avoir un PEA, au moins prendre date sur un PEA, même si vous mettez 1 euro, prenez date.
Prenez date sur une assurance vie, je pense que c'est une bonne chose, même si vous mettez pareil le minimum, sur des bonnes assurances vie en ligne si possible. PEA, tu suggères quoi comme courtier, pendant longtemps je disais Bourse Direct, mais aujourd'hui il y en a 3 qui sortent, enfin les 3 qui sont alignés. Pour moi, entre Bourse Direct, Saxo Bank et Fortuneo, ils se valent maintenant, ils sont vraiment alignés sur les tarifs. Boursorama est sorti du... Ouais, Boursorama, ils sont un peu plus chers maintenant, par rapport aux trucs que j'ai cités. Et il n'y a pas tous les ETF. C'est assez rare pour le souligner. Et sinon, un dernier mot, ceux qui veulent gérer leur patrimoine ou avoir une vision, faire un point sur leur patrimoine, ils peuvent télécharger mon outil de suivi patrimonial gratuitement sur mon site. Ou, je sais pas si tu le mettras en lien. Ouais, on va mettre le lien dans l'épisode avec Laura et Julien qui prépareront l'épisode derrière. Je le dis comme ça. Ils y pensent, ouais. Au montage, j'y pense. S'ils écoutent jusqu'au bout. Mettez le lien. Il y a d'autres liens dont on a parlé d'ailleurs dans l'épisode, qu'on leur rappelle de mettre. Voilà. Et puis suivez Thomas sur les réseaux sociaux, donc c'est Investir Simple. Investir Simple, donc le podcast, sur toutes les plateformes, chaîne YouTube aussi, Instagram, et puis j'ai une newsletter que j'envoie tous les lundis matins aussi pour contribuer à l'éducation financière et à simplifier l'investissement. Excellent, très bien. Merci beaucoup Thomas pour cet échange. Merci à toi Julien. À très bientôt. À très bientôt. Salut, ciao.